C'est l'heure du Journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. Ce soir, notre édition est entièrement consacrée au sommet Chine-Afrique. Une vingtaine de dirigeants africains sont présents à Pékin, un forum sur fond de promesses de partenariat. Où en est justement cette coopération entre les pays africains et la Chine? Nous poserons entre autres cette question à notre invité Thierry Perrault, spécialiste de la Chine. Et puis dans ces échanges sino-africains, nous nous intéresserons également à la balance commerciale. Elle pèse bien plus lourd en faveur du géant asiatique. De nombreux pays africains souhaitent que cela change. Pékin a commencé à faire des efforts. Reportage dans la province du Yunnan, où les roses kenyanes ont désormais le vent en poupe. Une vingtaine de dirigeants africains ont été accueillis en grande pompe pour le banquet d'ouverture du sommet Chine-Afrique à Pékin, un forum sur fond de promesses de coopération dans de nombreux domaines. La Chine a besoin des ressources de l'Afrique, l'Afrique a besoin de développer ses infrastructures. Les chefs d'État africains cherchent des partenariats gagnant-gagnant. C'est le cas de Bassirou Diomaye Faye, le président du Sénégal, qui dès son élection avait annoncé vouloir diversifier les partenariats de son pays. Écoutez-le. Très honoré d'effectuer cette première visite d'État en Chine. J'ai découvert un beau pays qui est parti de loin pour réaliser des œuvres majestueuses dans le progrès social au bénéfice du peuple de la République populaire de Chine. Je me réjouis donc d'être là pour renouveler et consolider avec vous les relations d'amitié et de coopération conviviale entre nos deux pays. Avec moi sur ce plateau, Thierry Perrault, directeur de recherche émérite au CNRS EHESS. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Je vous en prie, On a entendu Bassirou Diomaye Faye, le président sénégalais. Le Sénégal a élu Bassirou Diomaye Faye en mars dernier et il n'a jamais caché sa volonté de se tourner vers de nouveaux partenaires. Le Sénégal est devenu en plus producteur d'hydrocarbures. Est-ce ce genre de partenariat que cherche la Chine finalement? Je pense qu'il faudrait aborder le problème différemment. C'est-à-dire que là, vous partez du problème de la Chine en tant que tel, alors qu'en fait, il faudrait partir de l'Afrique. Et moi, ce que je constate, avec le cas du Sénégal, qui n'est pas unique, c'est une évolution du comportement, de l'attitude des dirigeants africains. Alors, si je devais très rapidement dire quel est le bénéfice pour l'Afrique de la Chine, c'est de leur avoir permis d'achever une certaine indépendance politique qu'ils n'avaient pas encore achevée à l'égard des anciennes puissances coloniales. Et aujourd'hui, ils sont en train d'en prendre la mesure de cette indépendance et donc ils sont en train de redéfinir leur rapport avec tous les pays de la planète, la Chine entre autres, mais que ce soit l'Inde, la Turquie, voire la Russie. Et il ne faut pas s'arrêter au discours très, dirons-nous, propagandiste ou de la rédaction telle qu'elle vient d'être faite là, mais derrière il y a quelque chose, il y a une attitude beaucoup plus dirons-nous, motrice, une volonté d'affirmation, de rediscussion de la part des pays africains. Donc il faut aujourd'hui, lorsqu'on s'intéresse aux présences chinoises en Afrique, se mettre toujours en perspective le fait que vous avez des pays africains qui commencent à très réellement discuter. Alors vous avez parlé de redéfinition des partenariats, mais jusqu'à présent les partenariats qui étaient plus ou moins définis, c'était des partenariats définis par la Chine. Or, ce que l'on voit précisément, et ce que tend indirectement à cacher l'organisation du FOCAC, c'est qu'il y a des discussions par derrière, à savoir que l'on est passé d'une situation où on avait l'Afrique, les pays africains, plus la Chine, à une série de discussions bilatérales par derrière. On va faire ses courses, on discute, mais en même temps, on se livre à un discours fort préformaté lorsqu'on est devant les caméras. Alors, très rapidement, avant de passer justement à ces petits changements qui sont en train d'opérer, quelles sont les limites de ces partenariats? Il n'y a pas de transfert de technologie de la Chine vers ces pays africains. Il n'y a pas non plus de création d'emplois, par exemple, puisque la Chine amène ses ouvriers pour la construction de ces infrastructures. Non, disons que c'est du vocabulaire purement politique. Il faut le prendre comme ça. Il y a effectivement des relations à la fois politiques, c'est-à-dire des relations qui sont asymétriques.
C'est-à-dire que, pour dire les choses clairement, de point de vue économique, l'Afrique ne représente pas grand-chose pour la Chine. Mais inversement, elle représente une certaine importance du point de vue politique. Ça représente toutes les voix des pays africains à l'Assemblée générale des Nations unies qui peuvent, dirons-nous, aider, soutenir des propositions chinoises. Donc, si vous voulez, vous en avez les pays africains qui espèrent éventuellement, à travers des partenariats, quels qu'ils soient, obtenir un soutien économique, en échange duquel la Chine espère avoir un soutien politique dans la scène internationale. Alors, on va aborder une autre question. Il y a aussi la question de la balance commerciale qui pèse incontestablement en faveur du géant asiatique. De nombreux pays du continent souhaitent réduire ce déséquilibre et avoir un meilleur accès au marché chinois. Pékin promet de son côté de mettre en place une zone franche qui permettra de diminuer les formalités administratives sur les produits agricoles africains. La province du Yunnan est la première à avoir mis en place ce nouveau projet. Reportage de nos correspondants à Pékin, Ali et Jasmine Ling. En 2018, Wang Zinan a visité une ferme florale au Kenya. Impressionnée par la qualité de la production, elle s'est mise à l'importation. Cette rose jaune est ma préférée et elle est plutôt populaire. En moyenne, elle écoule 100 000 fleurs par mois, la majorité en vente en gros dans toutes les grandes villes de Chine. Elles sont plus grosses que mon poing, leur odeur est plus forte. Son entreprise a pu profiter du couloir vert, une politique chinoise qui encourage les importations de produits agricoles africains en promettant des vérifications rapides à la douane. Depuis l'instauration du couloir vert, ça prend seulement 17 heures pour faire venir les fleurs de la ferme au Kenya jusqu'à Changsha en Chine. La politique a été lancée ici, dans la province du Hunan en 2021. Depuis, 16 nouveaux produits africains sont entrés sur le marché chinois, contre 11 sur les 20 dernières années. Mais ces mesures ont leurs limites. Le déficit commercial de l'Afrique vis-à-vis de son principal partenaire augmente. Pour certains économistes, ce déséquilibre ne peut être réduit que si le continent diversifie son économie pour produire davantage de biens à valeur ajoutée. C'est quelque chose qui est une position panafricaine. Nous voulons sortir du simple commerce de produits bruts. Pour vous donner un exemple simple, au lieu d'exporter des fèves de cacao, nous voudrions aussi vendre du chocolat. Autre combat pour les exportateurs, faire reconnaître par Pékin les appellations d'origine protégée africaine. De la même façon que le prosciutto italien est protégé par des appellations géographiques, nous avons des thés comme le rooibos d'Afrique du Sud, qui ne peut être produit qu'en Afrique du Sud. Actuellement, ces produits ne sont pas protégés. Bien que le commerce entre la Chine et l'Afrique ait atteint un montant record de 255 milliards d'euros en 2023, le déficit commercial du continent africain vis-à-vis de Pékin a augmenté de presque 37% sur un an. Thierry Perrault, comment les pays africains vont-ils pouvoir équilibrer les échanges avec la Chine ? C'est-à-dire qu'effectivement, la personne vient de vous donner la réponse. Il faudrait réussir à exporter des produits qui ne soient pas uniquement des produits de base, non transformés. Et aujourd'hui, si vous comparez la situation de l'Afrique par rapport à la Chine et par rapport à l'Union européenne, avec l'Union européenne, l'Afrique a un excédent qui va croissant. Tandis qu'avec la Chine, c'est 80% du déficit commercial de l'Afrique est avec la Chine. Et quand vous regardez la composition des échanges, vous avez beaucoup de produits industriels africains qui sont exportés vers l'Europe. Or, ces produits industriels, même si ce n'est pas toujours des produits à haute technologie, ce sont des produits de plus grande valeur ajoutée que des simples matières premières non transformées. Donc, en fait, tant que la Chine ne pourra pas, parce que je dis bien ne pourra pas, acheter des produits à manufacturer africains qui ne lui feraient pas concurrence sur son marché interne, on restera dans la même situation. Donc aujourd'hui, il est évident que les possibilités d'évolution, elles ne sont certainement pas dans le court terme, sauf à freiner les importations de produits chinois de la part des pays africains. Mais ces produits-là, à ce moment-là, il faudrait qu'ils arrivent à les trouver ailleurs, parce qu'ils ne les trouveront pas en Europe au prix où ils les trouvent. Alors on va aborder un autre sujet, celui de la dette. Les prêts des banques publiques chinoises ont permis de financer de nombreuses infrastructures, mais ils ont aussi contribué à creuser l'endettement de certains pays. C'est le cas du Kenya, où la dette passe de moins en moins auprès des populations. Les explications de notre correspondant Bastien Renouille à Nairobi.
C'est une stratégie assumée par les autorités kenyanes depuis plus d'une décennie, empruntée massivement pour financer des projets d'infrastructures qui doivent permettre au pays d'aller de l'avant et qui, dans un futur plus ou moins proche, rapporteront de l'argent. Alors, le Kenya est un pays extrêmement endetté, puisque la dette représente 70% de son produit intérieur brut. Et pour emprunter, Pékin est un partenaire de choix. La Chine détient 20% de la dette kenyane, cela représente environ 6 milliards d'euros. D'ailleurs, Nairobi vient de contracter un nouvel emprunt de près de 280 millions la semaine dernière pour mener à bien des projets qui étaient à l'arrêt. Alors, généralement, Pékin propose des emprunts au gouvernement kényan quand il s'agit de développer des projets d'infrastructures géantes qui peuvent être construites par des entreprises chinoises. Cela a notamment été le cas pour le chemin de fer qui relie la ville portuaire de Mombasa à Nairobi ou encore pour l'autoroute qui traverse la capitale. Et à chaque fois, on voit la marque des entreprises chinoises puisqu'il y a de très nombreux salariés chinois présents sur les lieux et que l'architecture, elle aussi, ne trompe pas, notamment sur l'autoroute. Les bretelles d'entrée et de sortie ressemblent notamment très fortement à des pagodes chinoises. Alors je peux vous dire qu'ici, cela ne plaît pas à une grande partie de la population. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi en 2023, le Kenya a dû rembourser notamment près d'1 milliard d'euros à la Chine. Beaucoup n'acceptent pas que les impôts des Kenyans passent en grande majorité dans des remboursements d'emprunts. Alors que faut-il penser justement de cette diplomatie de la dette ? Est-ce que c'est vraiment un piège ? Fondamentalement, le problème, ce n'est pas la dette. Il y a une dette parce qu'on a emprunté de l'argent pour monter un projet. Le problème, il est sur le projet qu'on finance. Pour prendre des choses très simplement, lorsque vous financez un réseau de chemin de fer, une voie ferrée, dont la rentabilité est à 70 ans, 50 à 70 ans, avec un prêt de 15 ans, autrement dit, vous n'attendez pas le moment où vous avez des rentrées ou la création de revenus à partir du projet pour pouvoir rembourser. Donc, à ce moment-là, automatiquement, la dette que vous avez devient absolument insupportable. Donc, le gros problème qui se pose, c'est de réussir à avoir des financements avec des projets dont on a effectivement calculé de façon exacte la rentabilité et planifié les revenus. Bon. Alors à partir de ce moment-là, la dette n'est plus un problème. Vous pouvez avoir une très grosse dette, mais vous savez que vous avez les moyens de la rembourser. Or, la façon dont les choses ont été menées en Afrique ces derniers temps, dans un certain nombre de pays, c'est que les études de faisabilité et de rentabilité de ces grands projets n'ont pas été bien menées. Même souvent, elles ont été relativement négligées. Et là, c'est le cas de chemin de fer Mombasa-Nairobi, où on peut dire que les études de rentabilité qui sont antérieures à l'intérêt des Chinois pour cette ligne de fer, qui avait été menée par la Banque mondiale, désignaient le type de projet qui devait être fait, mais indirectement, à la fois les commerçants chinois et les politiciens kenyans se sont entendus pour choisir le projet qui était le plus magnifique. Donc effectivement, ils ont construit quelque chose de parfait, donc on ne peut pas critiquer la qualité du projet, la qualité des trains et ainsi de suite, mais ce n'est pas ce dont avait besoin, pour ce prix-là, le Kenyan. Est-ce que ce n'est pas un piège ? Est-ce que ça ne crée pas une dépendance ça crée un piège, avec c'est un piège dans lequel tombent les deux, et la Chine et le pays africain. Et ils en sont tous les deux responsables. Merci en tout cas Thierry Perrault d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes spécialiste de la Chine. Merci pour votre décryptage sur ce sommet Chine-Afrique qui a lieu en ce moment à Pékin. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie. Merci à Fadil Bayat. Merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous. L'info continue sur France 24.